Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Éthique des affaires et responsabilité sociale des entreprises. Ce séminaire se tournera autour des objectifs d'un séminaire RSE et éthique des affaires, émergence de l'éthique des affaires, RSE et éthique des affaires, tout cela avec Dr Asma Graja El-Abed, membre du corps professoral de l'Université de Midoshen. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Je vous remercie donc, Malak. Donc, bienvenue, chers apprenants, bienvenue, chers participants à ce séminaire. Je suis ravie donc aujourd'hui pour vous présenter, pour vous donner un aperçu sur une thématique que je vois intéressante, une thématique d'actualité aujourd'hui dans le domaine des affaires et dans le domaine des sociétés et des entreprises, à savoir l'éthique des affaires et la responsabilité sociale des entreprises. S'il vous plaît, Malak, est-ce que vous pouvez partager la présentation? Tout de suite. Merci. Donc, l'écran est clair. Juste, vous pouvez passer au mode diaporama? Diaporama? Ah, oui, j'ai compris. Voilà. C'est bon, ça marche? Ça marche très bien. Je vous remercie, Malak. OK. Au suivant, donc. OK. Alors, la première question qui peut être posée pour celui qui voit le titre, donc un séminaire au sein d'une institution d'administration, donc qui parle de l'éthique des affaires et de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, pourquoi assister à un séminaire éthique et RSE? Avant tout, donc, ce séminaire va essayer, ou bien tout au long de ce séminaire, je vais essayer de vous sensibiliser, de vous donner quelques réflexions sur les concepts de l'éthique et de la responsabilité sociale de l'entreprise, pour renforcer aussi nos compétences concernant ces deux thématiques-là et ces deux concepts-là. Aussi, afin de nous inspirer des expériences passées, de promouvoir la collaboration et de se conformer aux réglementations, bien sûr, aux règles de loi régies dans un pays donné. Donc, toutes ces initiatives jouent un rôle crucial dans la promotion de pratiques commerciales responsables, et je veux insister sur le mot responsable, et qui contribue à la construction d'un avenir durable et éthique. De nos jours, donc, nous sommes rendus compte, les responsables des sociétés, les grands responsables aussi de l'instauration de stratégies de société, de stratégies d'entreprise, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il faut ne pas penser uniquement pour le profit matériel engendré par les sociétés, mais il faut penser aussi aux côtés donc éthiques, à la responsabilité sociale ou bien sociétale de leur société. Du côté sensibilisation, donc, je vais essayer que ce séminaire, c'est tout simplement un début, et ceux qui vont assister à ce séminaire, donc, tout simplement, ils représentent un petit pas vers l'apprentissage et vers la sensibilisation donc aux enjeux et aux principes de la responsabilité sociale des entreprises. Peut-être il va offrir une plateforme pour discuter, bien sûr, après la présentation que je vais donner, pour discuter les défis sociaux et environnementaux actuels, ainsi que les meilleures pratiques pour faire face à ces défis sociaux et environnementaux face auxquels les entreprises aujourd'hui font face et les sociétés avec un grand S font face aussi. Au suivant. Au suivant, Malak. Très bien.
Donc, pour le partage des connaissances, donc, je vais vous donner un petit peu de connaissances concernant donc, les expériences des études de cas liées à la responsabilité sociale des entreprises. Donc, vous pouvez aussi apprendre, suite aux exemples d'entreprises qui ont réussi à intégrer la responsabilité sociale des entreprises dans leur stratégie financière, dans leur stratégie globale, pour créer un impact positif, un impact social et environnemental, et même un impact financier et économique sur leur image de marque, sur les sociétés. Aussi, le plus important comme objectif pour ce séminaire, c'est pour nous inspirer et pour nous motiver à penser et à réfléchir RSE, à réfléchir éthique des affaires. Donc, ce type de séminaire peut mettre en lumière les initiatives réussies et les projets innovants qui peuvent nous inspirer à agir de manière plus responsable au sein de notre propre entreprise ou bien notre propre organisation. Donc, ce type d'événement peut renforcer la motivation, votre motivation, ma propre motivation à contribuer vraiment à un changement positif au niveau de notre société avec un grand S. D'accord? Alors, la diapo suivante. Donc, essayons de commencer par donner une petite définition large de ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc, on parle de responsabilité sociale ou bien de responsabilité sociétale des entreprises. Cette pratique, c'est un peu la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Et si vous avez eu l'occasion d'assister pendant le premier semestre à un séminaire que j'ai déjà donné qui a parlé du développement durable et des défis liés au développement durable. Mais pas uniquement au niveau de l'écologie ou bien de l'environnement, contrairement aux idées reçues. C'est-à-dire, ce que je veux dire que la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc, englobe un travail qui aura un impact global de l'entreprise sur la société. Donc, on va considérer l'entreprise comme étant une organisation, une institution qui va impacter la société, non pas uniquement un impact économique, mais elle va avoir aussi un impact social. Elle doit avoir aussi un impact environnemental positif sur la société, sur l'environnement, sur l'économie, sur l'écologie. Et tous ces éléments-là forment ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Donc, sous divers aspects, à la fois éthiques, à la fois environnemental, social ou bien financier. Cela passe donc par des actions concrètes qui peuvent aller de la valorisation de la place de la femme au niveau de l'entreprise, de la diversité au sein des équipes, à l'allocation de matériel plutôt que de la vente, en passant par la mise en place de gestes écologiques quotidiens ou même l'implication dans de grandes causes sociales ou bien environnementales. Donc, ce type d'exemple, par exemple, la diversité au sein des équipes, c'est-à-dire, ici on parle de l'équité entre l'embauche des hommes et des femmes au niveau des équipes managériales, au niveau des conseils d'administration aussi des grandes sociétés. La valorisation de la place de la femme au niveau de l'entreprise. On ne doit pas discriminer ou bien donner à la femme un salaire plus faible que le salaire attribué pour les hommes, parce que uniquement il s'agit d'une femme, d'accord? Aussi, la mise en place de gestes écologiques quotidiens, conserver par exemple un espace vert au niveau de la société, bâtir des bâtiments écologiques, respecter l'environnement, utiliser des sources d'énergie qui sont écologiquement plus propres, utiliser des technologies vertes qui minimisent les déchets pour l'environnement, ainsi de suite, ainsi
de suite, etc., etc. Donc, tous ces efforts-là, tous ces exemples-là représentent des initiatives qui peuvent être établies ou bien qui peuvent être prises par les entreprises dans le cadre des efforts fournis par l'entreprise afin de jouer le rôle social de la société. Au suivant. Au suivant, Malak. Oui, Merci. est-ce qu'elle est visible? Oui, voilà, elle est visible maintenant. Donc, au niveau de cette figure-là, on peut résumer un peu ce qu'on veut dire par une entreprise responsable. Une entreprise responsable, par exemple, elle a intérêt à mesurer son impact environnemental. Et là, on peut parler de l'empreinte carbone de la société. Je vous assure que maintenant, il y a des efforts très, très larges et il y a des mesures très larges. Et il y a même des mesures et des standards et des normes qui nous permettent de mesurer notre impact en tant que société, l'impact de la société sur l'environnement et l'impact des déchets sécrétés par la société et leur impact sur l'environnement. Une entreprise responsable, elle utilise des technologies les plus propres. Et aujourd'hui, on peut très bien trouver des sources d'énergie qui sont très propres et qui nous permettent de préserver notre environnement. Une société responsable, c'est une entreprise qui garantit de bonnes conditions de travail. Voilà, donc l'un des intérêts de la société, c'est qu'elle préserve leurs travailleurs, c'est qu'elle soit à l'écoute des problèmes sociaux de leurs employés. Donc, les conditions de travail doivent être prises en considération dans la stratégie de la société. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui favorise la diversité, il n'y a pas de discrimination. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui fabrique des produits et des services verts. Donc, ces actions-là et ces termes-là sont très présents aujourd'hui au niveau des stratégies, au niveau des programmes des sociétés, au niveau des objectifs même des sociétés. Une entreprise responsable, elle favorise l'emploi local. Et vous pouvez aussi ici vous poser la question, donc pourquoi favoriser l'emploi local? C'est parce que aujourd'hui, l'un des objectifs de la société, c'est d'absorber le chômage. Donc, le chômage n'est plus une préoccupation de l'État uniquement, mais plutôt c'est une préoccupation des sociétés, des entreprises, qui se trouve au niveau du tissu économique d'un pays. C'est pour cela que une entreprise, on ne parle plus de délocalisation et d'effets de délocalisation très poussés, mais plutôt on encourage nos entreprises à s'attacher à leur lieu, à s'attacher à leur emplacement géographique, à absorber la main-d'œuvre qui existe au niveau d'un pays donné, à favoriser aussi les actions et les emplois qui se trouvent au niveau d'un pays donné. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui est ouverte au dialogue. Donc, ici, c'est un point d'interrogation. Vous allez, et je vais parler des réponses. Donc, dialogue avec qui? J'ouvre tout simplement ici une petite parenthèse parce que je vais parler davantage dans les diapos suivants. L'entreprise, donc, elle doit dialoguer avec ce qu'on appelle les stakeholders ou bien les parties prenantes, c'est-à-dire toute personne qui a un intérêt avec l'entreprise. Donc, que ce soit les actionnaires, que ce soit les créanciers, que ce soit les salariés, que ce soit les collectivités publiques, que ce soit l'environnement et les sociétés environnementales, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui instaure des lois qui luttent contre la corruption. Une entreprise responsable, c'est une entreprise solide et pérenne.
vraiment, si on arrive, ou bien si une entreprise arrive à respecter toutes ces conditions-là, elle va être vraiment forte, solide, elle peut se développer, elle peut avoir une image de marque très nette, très importante. Donc, elle peut bien sûr améliorer sa place concurrentielle au niveau de l'économie. Suivant. Alors, pourquoi intégrer ce facteur de responsabilité sociale et de développement durable au sein de son entreprise? Nécessairement et obligatoirement, il doit y avoir des objectifs financiers positifs pour la société. Eh bien, oui. Ça d'une part, et d'autre part, nous nous sommes rendus compte que aujourd'hui, on doit se raccrocher de plus en plus à nos valeurs, à nos buts, à des normes éthiques, d'accord, vu les problèmes qu'on voit et les problèmes qu'on rencontre au niveau de pas mal de sociétés, de scandales qu'on rencontre au niveau de pas mal de sociétés. Donc, le succès actuel de la responsabilité sociale des entreprises n'est pas anodin, n'arrive pas du vide. Dans un monde où beaucoup de repères ont été brouillés, les membres des entreprises ont besoin de se raccrocher à des valeurs, de se raccrocher à des buts, à des choses positives autour de leur activité professionnelle, entre autres. Si la responsabilité sociale des entreprises permet à l'entreprise de mieux s'identifier, et croyez-moi, aujourd'hui, le facteur ou bien le label une entreprise responsable, c'est un point fort au niveau de la concurrence. C'est un titre très important qui permet à l'entreprise de se distinguer, de se différencier par rapport à ses concurrents. Et aujourd'hui, les consommateurs se sont de plus en plus conscients de ce que font les entreprises dans le domaine de la responsabilité sociale. Donc, ce terme-là permet à l'entreprise de mieux identifier, de mieux comprendre et répondre aux défis d'aujourd'hui en termes de climat, de changements sociaux, d'égalité, etc., etc. Elle lui offre également la possibilité de mieux répondre aux attentes de ses salariés, mais aussi de ses partenaires et de ses consommateurs. Donc, la RSE n'implique pas forcément des dépenses supplémentaires. Ça, c'est une idée qui a été vraiment instaurée au début de l'apparition de la RSE. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les responsables, avant, les responsables voient que les actions RSE, ce sont des dépenses supplémentaires et l'entreprise peut ne pas les dépenser, d'accord? Mais aujourd'hui, on se rend compte que la RSE n'implique pas forcément des dépenses supplémentaires, que ce soit au niveau du quotidien des salariés ou bien des événements comme les séminaires ou bien les team building. Cela implique de changer sa manière de penser les choses. L'impact économique s'avère souvent très positif pour l'entreprise. En effet, la RSE permet un meilleur dialogue avec les salariés. J'ai donné uniquement ici l'exemple de la relation entre l'entreprise et ses salariés. Donc, si j'instaure un meilleur dialogue avec mes salariés, ces derniers vont être plus impliqués, ces derniers vont être plus motivés, donc plus performants. Aussi, je peux gérer mieux mes risques et aussi je peux avoir une différenciation par rapport à la concurrence et bien sûr une amélioration de l'image de marque de la société. Donc tout ça peut être réalisé grâce aux efforts responsables que peut réaliser ou que peut faire une entreprise. Au suivant. Alors, après avoir introduit le concept de la responsabilité sociale des entreprises, je vais passer au concept de l'éthique des affaires et je vous propose un peu d'histoire pour ce concept-là.
Donc, l'éthique des affaires est née aux États-Unis en 1975. Comment apparu ce concept-là, c'est suite à un scandale, ce qu'on appelle le scandale de Watergate. Ce scandale-là, il est connu par le fait que les dirigeants des grandes entreprises américaines avaient financé la campagne d'un président américain qui est Nixon. Donc là, il s'agit d'un scandale parce que la campagne présidentielle a été financée par des entreprises privées. Donc, en 1975, nous nous sommes posé la question des conséquences possibles par rapport à un scénario similaire, celui de l'Allemagne en 1933, où les dirigeants posent le problème de l'existence d'un corpus qu'ils appellent l'éthique des affaires. Donc, depuis 1975, plusieurs définitions, plusieurs pratiques, une volonté a été instaurée, a été émergée pour instaurer donc l'éthique des affaires au niveau des universités américaines, au niveau des grandes sociétés américaines. Puis ce fléau-là s'est déplacé vers les pays européens et par la suite, ce fléau-là passe vers les autres pays. D'accord? Donc, l'éthique des affaires se manifeste depuis lors comme une nouvelle discipline des sciences de gestion et comme un mouvement libéral. Ce dernier se transformant progressivement dans un véritable management par les valeurs. En tant que discipline des sciences de gestion, l'éthique des affaires suppose un savoir qui peut être enseigné. Il peut être aussi considéré comme une recherche académique. Il peut être aussi considéré comme une méthode pédagogique et des études de cas basées sur des dilemmes. Donc, tout ça dans une perspective qui est celle des disciplines des sciences de gestion. Donc, si on peut résumer, donc l'éthique des affaires, ou bien ce concept-là, est paru en Amérique en 1975 et depuis, il est devenu donc l'un des éléments qui va être intégré au niveau des sciences de management et des sciences de gestion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je pense que je me suis trompée. Oui. Avant ça, voilà. Celle-ci? Celui d'après. Celle-ci? Voilà, merci. Donc, avec le thème de l'éthique des affaires introduit de nouveau dans le domaine des affaires, donc nous assistons à la fin des années 90 à une concurrence de la société qui va se concrétiser par l'apparition dans les logiques de transaction de marchandises et de ce qu'on appelle des labels éthiques. Label, c'est-à-dire comme un titre, d'accord, comme un certificat. Ces labels sont à la base de ce qu'on appelle le commerce équitable. Donc, pour obtenir un label éthique, les producteurs doivent répondre à certains critères précis. Donc, ce commerce équitable va impliquer un autre type de commerce qui s'appelle le commerce éthique, qui va naître de l'activisme d'associations humanitaires. Et vous voyez bien ici l'importance de ces associations humanitaires à instaurer, à développer et à mettre en valeur ce mouvement donc, de concrétisation du concept de l'éthique au niveau des affaires. À la fin des années 90, on assistait également à l'émergence d'un type de document complètement nouveau, ce qu'on appelle le rapport aux parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ou bien on les appelle aussi les parties intéressées, représentent une traduction du terme anglophone des stakeholders. D'accord? Donc, à partir de l'apparition de ce rapport aux parties prenantes, on ne considère pas que l'entreprise va avoir une seule partie, un seul intéressé
des résultats de l'entreprise. Non, on va parler de plusieurs parties prenantes, de plusieurs stockholders, d'accord? Donc, ces stakeholders donc, représentent tous les acteurs qui ont un intérêt au niveau de l'entreprise. Ici, donc, on peut citer les salariés, on peut citer la société avec un grand S, on peut citer l'environnement, on peut citer les concurrents, les fournisseurs, les clients. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces parties-là représentent l'ensemble des stakeholders ou bien les parties prenantes ou bien les acteurs ayant un intérêt avec l'entreprise et de ce fait que l'entreprise doit donc conserver leur intérêt. Donc, l'entreprise ne va pas penser qu'elle doit conserver uniquement les intérêts des actionnaires, c'est-à-dire la maximisation des bénéfices ou bien la maximisation de la richesse des actionnaires, la maximisation de la richesse matérielle des actionnaires uniquement. Non, l'activité de l'entreprise doit respecter les intérêts des salariés, les intérêts des clients, les intérêts des consommateurs, les intérêts des fournisseurs, des concurrents, de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. Au suivant. Donc, voilà, donc, ici, je cite ces parties prenantes, donc les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les banquiers, les consommateurs. Donc, ils vont s'associer volontairement à l'entreprise dans l'espoir de recueillir des bénéfices. Par exemple, pour les salariés, l'entreprise offre des opportunités d'emploi et de carrière. Pour les actionnaires, ils cherchent des dividendes. Pour les fournisseurs, ils cherchent des marges bénéficiaires, des marges commerciales. Pour les banquiers, ils cherchent des intérêts et des remboursements de leur emprunt. Pour les consommateurs, ils cherchent des produits et des services de qualité. Donc, sans ces parties prenantes, l'entreprise ne peut pas survivre. Et c'est pour cela qu'elle doit chercher à conserver les intérêts de l'ensemble de ces parties prenantes. En plus de ces parties prenantes qu'on appelle volontaires ou bien contractuelles, il existe aussi des parties prenantes involontaires qui s'exposent aux conséquences provoquées par les activités de la société et qui cherchent à minimiser l'impact négatif des actions de la société sur leur bien-être. Donc, ces parties prenantes qu'on appelle involontaires ne sont pas engagés dans des transactions avec l'entreprise, mais peuvent avoir un impact sur leur bien-être. L'apparition et la reconnaissance de l'importance parfois majeure des parties prenantes involontaires ont conduit à la fin des années 90 à la montée en puissance d'une thématique appelée ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, diapo suivant. Donc, la responsabilité sociale de l'entreprise conduit à deux aspects. Le premier aspect, c'est le license to operate. Le deuxième aspect, c'est, on l'appelle les best practices. Le license to operate, c'est comme si on achetait une licence pour opérer. L'entreprise va acheter une licence pour opérer, pour agir en tant qu'entreprise. Donc, la préoccupation et l'articulation des actions par rapport aux parties prenantes sont représentatives de cette logique d'autorisation à fonctionner. Si je prends l'exemple des actionnaires, donc les actionnaires vont offrir leur capital, vont offrir leur richesse pour la société et ils donnent la licence, ils donnent le droit à la société pour qu'elle agisse en leur propre nom. D'accord? Le deuxième aspect, on l'appelle les best practices. Donc, ils font référence à la gestion de l'entreprise. Il s'agit d'afficher les meilleures pratiques, indiquées comme étant des chemins à suivre. C'est la raison pour laquelle l'éthique des affaires est en train de passer d'une logique instrumentale à une logique managériale.
Et on appelle cette logique-là le management par les valeurs. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt de management par les valeurs et non pas uniquement le management pour obtenir le maximum de profit et pour obtenir le maximum de résultats. Diapo suivante. Donc, si on résume, l'éthique, c'est un champ de tension. Vraiment, ce n'est pas évident de trouver un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes au niveau de la société, surtout si on se rend compte que parfois les intérêts sont contradictoires. Si on veut réserver, si on peut préserver les intérêts des actionnaires, parfois nous allons être contre les intérêts des consommateurs, parfois. D'accord? Donc, l'éthique, c'est un champ de tension qui se situe entre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt général et les intérêts d'autrui, les intérêts des différentes parties prenantes de la société. Donc, l'enjeu de la réflexion éthique par rapport à la gestion de l'entreprise, c'est quoi? C'est de trouver un équilibre lorsque les intérêts des parties prenantes ne peuvent pas se réaliser d'une manière simultanée. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de trouver cet équilibre-là, et ce n'est pas évident qu'on va réussir à donner ou bien à concilier tous les intérêts de toutes les parties prenantes au niveau de l'entreprise. Diapo suivante. Il est très intéressant de savoir la différence entre trois terminologies qui apparemment se voient donc les mêmes, mais ils sont très différentes. Ces concepts-là sont le concept de l'éthique, la déontologie et la morale. Ici, j'ai tout simplement donné une définition donc, de ces trois concepts pour par la suite vous donner quel est le lien entre l'éthique, la déontologie et la morale. Donc la morale, c'est la science du bien et du mal. C'est une théorie de l'action humaine qui repose sur la notion de devoir avec pour but le bien. La morale, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de manière absolue. La morale, donc, elle est collective et elle s'applique à chacun qui veut s'y référer et l'appliquer. Pour le terme de l'éthique, donc, c'est une démarche. L'éthique, c'est une démarche qui vise, face à un problème donné, à adopter la meilleure solution en s'appuyant sur des valeurs apprises, admises, intégrées, et en tenant compte du contexte dans lequel le problème se pose. Donc, par exemple, l'éthique d'un individu est ce qui sous-tend ses comportements vis-à-vis d'autrui ou bien vis-à-vis de son environnement. En ce qui concerne la déontologie, c'est l'ensemble de valeurs et de règles de conduite admises et respectées par un groupe de personnes qui exercent le même métier. Ce sont des règles reconnues dans une profession de façon à défendre les intérêts des clients ou bien faciliter les relations entre professionnels. Diapo suivant. Par exemple, de nombreuses professions libérales ont ce qu'on appelle des codes de déontologie. Il y a par exemple une déontologie pour les journalistes, pour les hébergeurs de sites web, pour les chercheurs, pour les enseignants, pour les financiers. Alors, si l'on admet que les trois termes, c'est-à-dire éthique, déontologie et morale, découlent l'un de l'autre, la morale, c'est la science du bien et du mal, va permettre de dégager une éthique qui est un art de diriger sa conduite, son comportement, qui s'exprime dans les principes qui guident les aspects professionnels de ce comportement, qui est en définitive la déontologie. Donc, comme ça, on peut trouver une relation et un lien entre les trois thèmes d'éthique, de déontologie et de morale. Alors, essayons d'être plus pragmatique et plus pratique. Donc, diapo suivant. Donc, je vais parler des différentes relations concernées par l'éthique en gestion. Donc, si on veut concrétiser l'éthique des affaires et quelles sont les différentes relations concernées par l'éthique dans le domaine de la gestion ou bien du management.
Donc, afin d'aborder les relations dans lesquelles se pose le problème de l'éthique en gestion, il est nécessaire de rappeler d'abord les deux principaux sujets. Quels sont les sujets? Quels sont les agents qui vont être touchés ou bien qui vont être concernés par l'éthique? On a deux agents, l'individu et l'entreprise. Donc, l'individu agissant au nom ou bien pour le compte de l'entreprise et l'entreprise en tant que personne morale. Donc, diapo suivante. La première relation concernée par l'éthique en management ou bien en gestion, c'est la relation entre l'entreprise et ses clients. Donc, comment l'entreprise peut préserver ses valeurs en termes d'éthique au niveau de sa relation avec ses clients. Premièrement, donc, ne pas produire des produits qui sont potentiellement dangereux pour le consommateur. Donc, préserver la santé des consommateurs. Par exemple, les produits tels que l'alcool, le tabac, des voitures qui ne sont pas bien sécurisées, certains médicaments, certains produits alimentaires. Aussi, concernant donc, la production de certains produits qui sont dangereux pour l'environnement physique, tels que les engrais, la lessive, les piles, les produits à base d'amiante. D'accord? Donc, toute cette production-là, elle est très polluante et on doit chercher à réduire ces produits-là au niveau de nos sociétés. Obsolescence planifiée des produits. On a parlé de l'impact donc des changements des produits au niveau de l'entreprise et leur impact sur l'environnement. Donc, les produits, le matériel, les matériaux, les machines obsolètes qui sont totalement amortis. On doit vraiment penser, on doit vraiment trouver une stratégie afin de s'en débarrasser avec le minimum de déchets, zéro déchet, afin de réduire la pollution pour l'environnement. Pour les pratiques de promotion et de vente douteuses, ici, donc, on voit pas mal de pratiques qui sont anti-éthiques par des sociétés qui affichent vraiment des promotions, qui affichent des réductions, mais qui sont des mensonges pour le consommateur. Donc, toutes ces pratiques-là sont contre l'éthique des affaires. Par exemple, une pratique qu'on voit donc de manière souvent au niveau des sociétés, c'est l'obligation d'achat d'un ensemble d'un pack. Ou bien, lorsqu'un produit se trouve rare sur le marché, donc on oblige le consommateur d'acheter un produit en plus du produit qui est rare sur le marché. La publicité qui est orientée vers les enfants et là, donc, les stratégies marketing des sociétés qui visent à stimuler les enfants, qui visent à choisir des couleurs, des emballages qui sont très attractifs pour les enfants, mais dedans, il y a des produits qui sont très nocifs pour la santé des enfants. La stimulation des besoins, c'est-à-dire vendre le plus cher possible ainsi que refuser de vendre à certains clients. Ces pratiques-là sont anti-normes et anti-valeurs et anti-éthique des affaires. Donc, ces exemples nous donnent des exemples de relations entre l'entreprise et ses clients et comment l'entreprise doit se comporter pour être éthique et pour avoir des relations éthiques. Je passe maintenant à la diapo suivante où je vais parler des différentes relations concernées par l'éthique en affaires dans la relation entreprise-fournisseur. Donc, des pratiques telles que la discrimination, le boycottage, l'exploitation, d'accord, des termes d'échange injustes. Ici, donc, on doit faire attention au niveau de ces pratiques-là et au niveau de ces relations-là. La relation suivante, la diapo suivante, donc, va nous parler de la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs.
Donc, ici, on parle collaborateur, c'est-à-dire salarié, c'est-à-dire n'importe quel collaborateur ayant un travail, ayant un intérêt avec l'entreprise, autre que les fournisseurs, les clients. Donc, intégrité physique et psychique. Donc, il ne faut pas donc, avoir des travaux dangereux. Les conditions de travail stressantes, l'écoute des téléphones, donc des salariés, ça c'est anti-éthique. La discrimination entre les femmes et les hommes pour les personnes âgées, la discrimination entre les agents ou bien les gens nationaux et les étrangers, l'injustice au niveau de l'évaluation des demandes d'embauche, au niveau de la promotion, au niveau de la rémunération aussi de nos salariés, la dignité. Au niveau des conditions de travail, il faut toujours donc respecter la dignité de l'homme, le degré de liberté, le respect de la personne et aussi la sécurité de la personne. Remarquez bien que nous sommes en train de parler de valeurs humaines, de valeurs donc sociales, qui permettent de préserver donc l'ensemble des normes afin qu'on puisse vivre ensemble donc dans un bon état, dans un bon lieu, afin que nous progressons ensemble sans que l'un des parties prenantes ou bien l'une des parties prenantes soit donc discriminée, soit lésée. Pour la relation entre l'entreprise et les propriétaires, les actionnaires, donc il faut privilégier les intérêts des actionnaires par rapport à toutes les autres parties prenantes. Donc pourquoi? Parce que les propriétaires sont, ou bien les actionnaires sont les vrais propriétaires. Ils ont mis leurs fonds et leur capital au niveau de l'entreprise et donc il faut bien sûr avoir privilégié les intérêts de ces propriétaires et de ces actionnaires. On arrive au niveau de la diapo suivante à la relation entre l'entreprise et la société et la nature. Donc, ici, donc, le matérialisme poussé, ce n'est pas bien de chercher toujours un profit matériel à l'encontre des profits de valeur, des normes et des valeurs. L'individualisme et la compétitivité, donc il va y avoir un impact négatif sur la cohésion sociale et sur les relations bien fondées sociales. L'exclusion et la lutte des classes, ça aussi, on ne doit pas privilégier ces valeurs-là. La promotion de la violence, la pollution esthétique, l'impact sur l'urbanisme. Ici, on parle plutôt pour la conservation de la spécificité. Et nécessairement, après ce séminaire, vous allez être sensibilisé à certaines politiques et à certains mots, certaines remarques qui vont être poussées suite à des recommandations ou bien suite à des stratégies prononcées par donc des responsables. Aujourd'hui, on cherche à conserver la spécificité de chaque pays, de chaque zone, de chaque place, d'accord? Parce que on essaye de favoriser les activités qui spécifient cette partie-là, ce pays-là, cette zone géographique-là. Donc, pour aussi au niveau de la relation entre l'entreprise et la société ou bien la nature, donc on essaie toujours de réduire le gaspillage et l'épuisement des ressources naturelles. Aussi, faire attention à la pollution des eaux, la pollution de l'air et la pollution de la terre. Au niveau de la diapo suivante, je vais parler des risques éthiques de l'entreprise. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas évident, c'est pas facile de concilier entre les intérêts de cette panoplie de parties prenantes, de cette diversité de stakeholders ayant des intérêts parfois contradictoires, des stakeholders qui s'élargit de l'individu, des salariés, des consommateurs, des clients, vers la société, vers l'environnement de façon générale. Donc, nécessairement, il va y avoir des risques éthiques de l'entreprise. Dans le domaine financier, donc, si l'entreprise
donne des informations inexactes, elle va être sanctionnée. Donc, dans le domaine de la concurrence, elle peut avoir un abus au niveau de sa position dominante, corruption, publicité mensongère, secret de fabrication. Dans le domaine de la gestion du personnel, des risques relatifs à la discrimination, abus de confiance, conflit d'intérêts. Dans le domaine environnemental, bien sûr, la pollution, le rejet et émissions de gaz non conformes, le risque technologique, la contamination chimique, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le domaine sociétal par exemple, suivant. Dans le domaine sociétal, parfois, les consommateurs peuvent boycotter une société parce qu'il y a une information que ces sociétés-là ne préservent pas ses salariés. Dans le domaine de la communication, parfois, on est obligé de donner des informations confidentielles. Dans le domaine managérial, peut-être, si on veut maintenir ou bien si on veut installer une politique qui favorise l'éthique des affaires, on peut tomber dans des procédures floues, dans des procédures qui ne répondent pas aux exigences de la réglementation. Les risques éthiques existent et les risques à l'utilisation ou bien à l'exploitation existent. Donc, c'est à gérer, c'est à intégrer avec vraiment prudence, c'est à intégrer avec professionnalisme pour qu'on attire les bénéfices et les points positifs de l'application de l'éthique et on essaie de réduire les risques relatifs à l'intégration de l'éthique des affaires au niveau de la stratégie de la société. Passons maintenant à la relation entre l'éthique et la responsabilité sociale de l'entreprise. Éthique et responsabilité sociale. Donc, je vais parler dans la suite de ce séminaire de 3 parties très importantes. Je vais donc parler en premier lieu de la responsabilité sociale de l'entreprise, les responsabilités de l'entreprise envers ses parties prenantes et enfin l'entreprise responsable dans son environnement économique, social et écologique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une entreprise responsable envers son environnement économique, sociale et écologique. Commençons donc par la terminologie responsabilité sociale de l'entreprise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, la notion de responsabilité évoque l'obligation de répondre de ses actions, de justifier les actions, d'en supporter aussi les conséquences. Donc, le concept de responsabilité sociale apparaît avec le développement de la pression sociale qui s'exerce sur les dirigeants pour qu'ils reconnaissent leurs responsabilités auprès de tout ce dont le bien-être peut être affecté par les décisions prises dans l'entreprise. Ainsi, la responsabilité sociale des entreprises est initialement définie comme l'obligation pour les dirigeants de poursuivre des politiques, de prendre des décisions qui sont en cohérence avec les valeurs de la société. Ici, la société, c'est-à-dire l'ensemble, la société avec un grand S. Ce n'est pas l'entreprise, mais c'est la société de façon générale. La RSE, donc, renvoie aux actions et aux décisions prises par les dirigeants pour des motifs qui dépassent les seuls intérêts économiques ou bien techniques joués ou bien recherchés par l'entreprise. Donc, si on parle RSE, nos intérêts, nos objectifs ne doivent pas se limiter aux objectifs économiques
à la réalisation de bénéfices, à la réalisation de bons résultats économiques uniquement. Quoi encore? Donc, diapo suivante. Donc, le concept de la RSE oscille entre deux extrêmes. L'un réduit la responsabilité de l'entreprise à l'obtention du profit le plus important possible. On cherche à dégager un profit maximal pour ses actionnaires. Et l'autre partie étend la responsabilité de la firme à tous les acteurs ayant un intérêt dans l'entreprise. Donc ici, on voit bien un débat qui concerne la finalité de l'entreprise. On se pose la question, mais en fait, c'est quoi l'objectif de l'entreprise? Est-ce que de dégager le maximum de résultats pour ses actionnaires? Est-ce que de maximiser la valeur de ses actionnaires? Ou bien il s'agit d'une finalité plus large et d'objectifs plus larges. Donc, pour augmenter sa performance financière, l'entreprise doit agir de façon responsable. Peut-être sur le court terme, on ne voit pas bien l'intérêt des actions responsables de la société. Mais nécessairement, sur le long terme, il va y avoir des répercussions positives entre les actions responsables de la société et les bénéfices matériels de la société. Donc, compte tenu des attentes exprimées vis-à-vis de l'organisation, on peut distinguer 4 types de responsabilités. Donc, quelles sont les différentes responsabilités auxquelles peut répondre la société? C'est dans la diapo suivante. Donc, la société se trouve devant 4 responsabilités et non pas une seule. Donc oui, la première responsabilité, c'est une responsabilité économique, mais aussi, elle doit être responsable juridiquement, elle doit être responsable éthiquement, et elle doit être responsable du côté discrétionnaire. Responsabilité économique signifie que l'entreprise est une institution dont l'objectif est de produire des biens et des services que la société désire, que les consommateurs désirent, de les vendre en réalisant un profit afin d'assurer la survie de la société et de récompenser bien sûr les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires. La responsabilité juridique signifie que la société fixe un cadre légal dans lequel l'entreprise va opérer. Donc, il est de sa responsabilité d'obéir à ces lois éthiques imposées et codifiées. Les responsabilités éthiques représentent des responsabilités supplémentaires qui ne sont pas codifiées dans les lois. Ici, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que lorsque l'entreprise n'obéit pas à des responsabilités éthiques, la loi ne va pas la sanctionner. Il n'y a pas une loi qui sanctionne une entreprise qui n'obéit pas à des règles éthiques. Qui va la sanctionner? Ce sont les consommateurs, ce sont les clients, c'est la société avec un grand S, d'accord? Donc, ces responsabilités sont entendues par la société et qui visent à respecter les droits des parties prenantes qu'on a déjà parlé. Les responsabilités discrétionnaires, donc la société ne possède pas de message clair, donc le comportement est laissé à l'appréciation de chacun. Donc ici, l'entreprise est aussi, on demande à la société qu'elle nous partage ses objectifs, qu'elle nous partage ses valeurs, qu'elle nous partage aussi sa manière d'opérer. Sa stratégie peut être, bien sûr, ici je ne parle pas d'informations discrétionnaires qui ne doivent pas être publiées pour le public. Mais je vous donne un exemple. Un produit alimentaire, je dois, en tant que consommateur, trouver tous les composants qui composent ce produit alimentaire. C'est mon droit. Je dois aussi trouver la date de fabrication, je dois trouver la date quand est-ce que ce produit va être périmé, ainsi de suite, d'accord? Donc, des codes qui ne sont pas clairs pour le consommateur, ça ne doit pas exister normalement
pour des produits alimentaires ou bien des produits qui vont être utilisés pour le cosmétique, par exemple, ou bien pour... donc, nécessairement, il doit y avoir un minimum d'informations, de messages clairs pour des produits utilisés pour des consommateurs. Donc, la diapo suivante. Donc, si on veut ordonner ces 4 responsabilités, bien sûr, la responsabilité fondamentale, c'est d'ordre économique. Par la suite viennent les autres responsabilités juridiques, éthiques et discrétionnaires. Et ces 3 types de responsabilités recouvrent ce que l'on entend dire généralement par la RSE. Donc, la responsabilité globale de l'entreprise comprend ces différentes composantes qui sont d'ailleurs constamment en tension les unes avec les autres. Ce n'est pas évident de trouver un équilibre. Dans chaque composante, les intérêts des parties prenantes sont hiérarchisés de façon différente. La prise en compte des parties prenantes a l'intérêt de mettre en évidence une vision pluraliste de l'organisation. Donc, l'organisation va être considérée comme une entité ouverte sur son environnement, de fonder une vision partenariale des organisations assistant des dirigeants à l'ensemble des parties prenantes. Donc, on parle de parties prenantes, on parle de la relation entre la responsabilité de l'entreprise et les parties prenantes. Donc, quelles sont les responsabilités de l'entreprise envers ces parties prenantes? Donc, la capacité des dirigeants d'entreprise à équilibrer les intérêts des différents stakeholders est liée à l'adoption d'un certain nombre de principes de gestion de stakeholders. Par exemple, reconnaître et surveiller les attentes de toutes les parties prenantes légitimes, prendre en compte leurs intérêts dans les décisions et les actions de l'entreprise. Écouter et communiquer ouvertement avec les stakeholders concernant leurs attentes, la contribution, les risques liés à leur implication au niveau de l'entreprise. Adopter des comportements qui sont sensibles aux préoccupations et aux compétences de chaque partie prenante. Reconnaître l'interdépendance des efforts et récompenses parmi les parties prenantes. Essayer d'effectuer une juste distribution des bénéfices et des charges en tenant compte des risques et de la vulnérabilité, des risques et vulnérabilités respectifs. Donc, ces éléments-là, ou bien ces principes-là peuvent aider la société, peuvent aider les responsables à manifester leurs responsabilités envers leurs parties prenantes. En plus, donc, reconnaître, surveiller les attentes, adopter un comportement coopératif, communiquer, écouter, et aussi, donc la diapo suivante, coopérer avec les autres entités, que ce soit entités publiques ou bien privées, pour s'assurer que les risques et les dangers provenant des activités de l'entreprise sont minimisés ou bien compensés de façon appropriée et, si on veut les éliminer, pourquoi pas les éviter. Éviter toute activité qui pourrait mettre en danger les droits humains. Reconnaître les conflits d'intérêts potentiels entre leur statut de stakeholders et leurs responsabilités légales et éthiques envers les autres parties prenantes. Aborder ces conflits de façon ouverte, donc il va y avoir un dialogue, mettre en place des systèmes de reporting, de contrôle, d'incitation, demander des audits et des tiers si nécessaire afin de reconnaître ces conflits d'intérêts, afin de comprendre les causes de ces conflits d'intérêts et afin de trouver un compromis entre ces différents conflits. Alors, la diapo suivante. Au niveau de cette diapo, donc, je vais parler de deux concepts, de l'éthique actionnariale ou bien de l'éthique partenariale. Donc, on a dit que les dirigeants doivent gérer les intérêts des différentes parties prenantes afin de créer de la valeur. On a dit aussi que les dirigeants doivent ouvrir un débat concernant le statut de l'éthique au niveau de la gouvernance de l'entreprise.
Donc, ici, on parle de deux concepts, l'éthique actionnariale ou bien l'éthique partenariale. Au niveau de la vision actionnariale, donc, elle se focalise exclusivement sur les relations actionnaires-dirigeants. Ici, donc, la préoccupation majeure, c'est de s'assurer que ceux qui financent l'entreprise obtiennent un juste retour sur leur investissement. Ici, donc, l'éthique consiste à limiter le plus possible l'enracinement des dirigeants qui sont susceptibles d'être opportunistes et à protéger les intérêts des actionnaires. Donc, selon les partisans de cette approche, tout ce qui sert des intérêts des actionnaires va contribuer à améliorer le bien-être collectif. La création de valeur pour les actionnaires donc, serait donc de l'intérêt des autres parties prenantes. Au niveau de l'approche suivante, qui représente l'approche partenariale, l'éthique vise à s'assurer que les intérêts des parties prenantes sont sauvegardés et leurs droits sont bien respectés. Donc, ici, un renversement de la perspective s'effectue par rapport au modèle actionnarial. Ici, on va prendre en compte des aspects sociaux à long terme qui vont bénéficier à toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires. Donc, au niveau de l'approche actionnariale, on va privilégier les actionnaires. Et si on privilégie les actionnaires, les intérêts des parties prenantes vont en découler. Et au niveau de l'approche partenariale, c'est l'inverse. Donc, on privilégie les intérêts des parties prenantes et d'où découlent les intérêts des actionnaires. Donc, pour conclure avec tout ça, la diapo suivante, donc, dans la logique de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, le mot-clé mis souvent en avant, c'est le respect. Le respect de l'homme, le respect des droits, le respect des valeurs, le respect de l'environnement. D'accord? Donc, le respect des partenaires de l'entreprise, c'est un respect qui s'inscrit dans une logique de relation à long terme. Le respect du partenaire actuel, c'est une nécessité, car il sera peut-être aussi un partenaire de demain. Donc, quelles sont les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires? Donc, le premier partenaire, ce sont les clients. Établir des rapports fondés sur l'intégrité et le respect mutuel. La non-discrimination. Chaque client doit avoir une chance égale d'obtenir les mêmes prix, les mêmes conditions de vente, les mêmes promotions. Mettre au point et offrir des produits et des services de valeur, donc la qualité ici des produits et des services. Répondre aux attentes des clients et respecter les promesses. Le deuxième partenaire, ce sont les fournisseurs. Donc, établir des relations de qualité à long terme, mettre en avant les principes de justice, d'équité, de respect mutuel, de non-discrimination. Sélectionner les fournisseurs en fonction de leur sérieux et de la qualité de leurs produits ou services. Parce que la qualité de notre produit fini va dépendre majoritairement de la qualité de nos matières premières fournies à l'aide de nos fournisseurs. Les concurrents, donc promouvoir la loyauté, proscrire toute entente ayant pour objectif de fixer des prix, de partager des marchés ou bien des clients, ne pas empêcher des tiers d'entrer en concurrence, donc ne pas jouer le rôle d'un monopole pour empêcher d'autres entreprises à entrer au niveau du secteur. Le partenaire suivant, ce sont les consommateurs. Donc, il faut respecter le consommateur, préserver son autonomie et sa volonté, préserver la santé, la sécurité au niveau de l'utilisation des produits. Les actionnaires, assurer la rentabilité, une rentabilité acceptable, saisir toutes les opportunités offertes pour assurer une croissance profitable, protéger leur investissement financier, préserver la réputation de l'entreprise, délivrer une information exacte et sincère, assumer les mêmes responsabilités sans distinction d'importance. Ici, on distingue les actionnaires majoritaires des actionnaires minoritaires. Le partenaire suivant, ce sont les gouvernements. Donc, il faut coopérer avec les pouvoirs publics
participer à l'élaboration de lois et de réglementations. Il faut répondre aux sollicitations des gouvernements lorsque on lui demande des informations ou bien des opinions sur des problèmes relevant de son domaine de compétences. Il faut aussi aider les gouvernements, comme je l'ai dit au début, au niveau de la réduction du chômage, au niveau de la préservation de la nature, au niveau de l'instauration d'une infrastructure, d'une bonne infrastructure pour la société. Toutes ces actions-là, peuvent être résumées dans des actions à responsabilité sociale de l'entreprise. J'arrive maintenant au dernier partenaire, qui est l'environnement, le respect de l'environnement. Donc, la protection de l'environnement s'est imposée comme une préoccupation majeure à l'échelle planétaire. Il s'agit ici d'aborder la responsabilité de l'entreprise dans les dégâts qu'elle peut causer à l'environnement. Et nécessairement, toute entreprise commerciale, industrielle, touristique, de services, donc nécessairement, elle va avoir des déchets, de la pollution, des dégâts sur l'environnement. Donc, elle est obligée d'assumer sa responsabilité envers la protection de l'environnement. L'activité industrielle, l'utilisation des technologies implique la mise en œuvre de procédés de production qui présentent des risques directs ou bien indirects, immédiats ou bien différés, futurs sur l'environnement et des effets sur les ressources naturelles. Donc, l'entreprise doit s'engager à fabriquer des produits de telle manière que l'environnement n'en subisse pas des conséquences négatives. L'objectif est de faire en sorte que les procédés, les produits aient le minimum d'impact négatif sur l'environnement. Et c'est ça, donc, je passe à la notion d'une entreprise responsable dans son environnement, donc économique, social et écologique. L'entreprise responsable, elle est définie au niveau du livre vert de la Commission européenne. C'est un concept des Nations Unies qui reconnaissent que les entreprises ont un rôle à jouer dans l'obtention d'un développement durable et que les entreprises peuvent gérer leurs opérations de manière à stimuler la croissance économique, à renforcer la compétitivité tout en garantissant la protection de l'environnement et en promouvant la responsabilité sociale. Dans ce contexte, la responsabilité sociale de l'entreprise représente l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leur activité commerciale. Donc, on ne va pas parler uniquement, ou bien les entreprises, les dirigeants des entreprises ne doivent pas avoir comme préoccupation uniquement des préoccupations économiques, mais non, on parle aujourd'hui de préoccupations économiques, sociales, écologiques, environnementales. Donc, ceci pour satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables et d'investir dans le capital humain et dans l'environnement. Donc, la responsabilité sociale de l'entreprise s'inscrit dans une logique plus globale de développement qui est le développement durable. Donc, dans cette logique-là, l'objectif essentiel de l'entreprise sera l'amélioration de la qualité de vie, la recherche d'un progrès partagé par tous, actionnaires, clients, sociétés, gouvernements, ainsi de suite. Donc, la notion d'entreprise responsable implique donc certaines obligations pour les entreprises dans le champ économique, social et écologique. L'entreprise, en tant qu'acteur économique, va distribuer des revenus, va produire des biens et des services, dépense sous la forme d'intrants, des matières premières et des biens intermédiaires. En tant qu'acteur social, elle attribue un statut et une situation sociale à ses membres. En tant qu'acteur géographique et écologique, elle est présente sur un territoire délimité par ses fournisseurs, ses clients, et elle doit produire des produits qui sont bien sûr écologiques et qui répondent
aux conditions de l'environnement. Donc, l'entreprise est engagée, donc, la diapo suivante. L'entreprise est ainsi engagée dans la société au sens large. Dans la sphère de l'économie, elle va faire progresser, elle va participer à la croissance économique, elle va créer des emplois, de l'écologie, donc elle va protéger l'environnement, et du social, donc le mode d'organisation du travail, la relation de travail, le respect des droits de travail. Une entreprise responsable comporte aussi une dimension sociétale révélée sur des plans tels que son impact en termes économiques globaux, qui concernent l'incidence indirecte de l'activité de la société sur de l'activité de l'entreprise sur la société, donc création d'emplois, création de nouvelles activités économiques, de nouveaux services, création d'infrastructures, et une incidence directe par des actions caritatives, de mécénat culturel, de sponsoring. Son impact en termes d'environnement, tels que des actions positives pour les économies d'énergie, pour lutter contre les pollutions qu'elle génère, en même qu'elle ne génère pas, mais qu'elle contribue à réduire pour elle-même et pour la collectivité en général. Donc, l'entreprise responsable dans son environnement, donc la dimension sociétale de la responsabilité de l'entreprise est parfaitement illustrée par le concept de ce qu'on appelle une entreprise citoyenne, qui repose sur le fait que l'activité d'une entreprise est inséparable de la communauté au sein de laquelle elle exerce. Être un bon citoyen pour une entreprise, ce n'est pas seulement respecter les lois et les réglementations du pays où elle opère, c'est contribuer, ou bien c'est constituer un élément vivant de l'environnement social, tout en apportant de la plus-value économique. Donc, par la création des richesses, par la création d'emplois, en offrant des formations pour ses salariés, en soutenant des actions sociales, éducatives, culturelles, l'entreprise participe à la vie de la société. Donc, enfin, ces actions donc ont pour but d'améliorer la qualité de vie, l'éducation, le bien-être des collectivités locales. Les entreprises donc s'engagent dans la lutte contre le chômage et l'exclusion, l'insertion des jeunes, la solidarité envers les plus démunis. Elles contribuent également à l'aménagement du territoire et s'engagent à participer à la réalisation des aspirations collectives des communautés où elles sont installées. Donc, là, le concept d'entreprise citoyenne découle simplement du constat que l'État ne peut pas prendre seul en charge la solution des grands problèmes de société, et c'est là où apparaît le rôle important, fondamental d'une société citoyenne responsable aussi. Voilà, donc, je vous remercie pour votre présence. J'espère que j'étais pas donc trop longue au niveau de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous êtes les bienvenus. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je répète, pardon, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Pardon? Oui, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, pourquoi vous me laissez douter de moi-même? Allez, pas de questions? Aucune question, tout le monde est crevé après le séminaire d'aujourd'hui?
Allez, courage! Alors, j'ai une question. Allez-y, docteur. Donc, est-ce que vous avez entendu parler des d'efforts de responsabilité sociale au niveau d'un cas pratique au niveau des îles Comores, par exemple? Moi, j'ai effectué une recherche sur cette problématique-là. Sincèrement, je n'ai pas trouvé beaucoup de résultats. Donc, j'ai constaté donc qu'il s'agit d'un concept nouveau donc, puisque c'est un concept nouveau, donc il faut creuser davantage. Toutefois, l'emplacement géographique et l'environnement des îles Comores, donc, il est très vulnérable pour certaines industries, par exemple. Donc, il faut faire attention donc, lors de l'implantation de certains nombres ou bien certains types d'industries au niveau des îles Comores. Donc, je vous invite en tant qu'étudiant, en tant que participant, en tant que personne maintenant, vous êtes des personnes, donc normalement, donc vous devez être responsable d'actions responsables au niveau de votre pays pour préserver, pour protéger votre pays d'actions qui peuvent nuire à votre environnement ou bien à votre société. Ok, merci infiniment, docteur. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Sinon, on prend par hasard. Allez, Azra, la parole est à vous. Azra, Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup pour ce séminaire qui concerne l'éthique au sein de l'entreprise et tout ce qui est responsabilité sociale. J'ai beaucoup aimé la formation. Je pense que c'était tellement clair. C'est pour ça que la plupart des participants n'ont pas beaucoup de questions, mais je vais quand même poser une question parce que tout à l'heure, vous avez parlé je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai entendu que vous avez parlé de labels. Je ne sais pas si certains, soit, je ne sais pas, si des organismes ou des entreprises qui proposent des labels pour avoir ce titre de responsabilité d'entreprise, responsable social. Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas. Si, Je si. vous demande. Merci donc, je vous remercie Azra pour votre présence avant tout et pour votre participation, pour votre question. Oui, ces labels existent. On parle des labels environnementaux et de labels éthiques. Ces Vous avez labels-là sont... à nous donner des exemples de labels qui donnent. Oh, il y a pas mal de labels. Par exemple, le label vert, une entreprise verte, l'entreprise verte, Ah oui. une entreprise responsable. C'est comme ça qu'on va les voir, ces labels-là. Mais comment une entreprise obtient ce label-là? C'est comme un titre, c'est comme un certificat. Le plus important est de connaître comment une entreprise peut obtenir ce label-là. Donc, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui comme des agences de notation qui ont des standards, qui ont des normes, d'accord, et qui vont noter les sociétés qui demandent. Donc, moi, je suis une société, je veux avoir un label de société responsable. Donc, je m'adresse à une agence de notation et je lui demande d'effectuer une analyse de mes actions, de mes décisions. Donc, ça sera une analyse vraiment très poussée, une analyse très spécifique
au niveau des décisions, au niveau de la fabrication, au niveau des relations de l'entreprise avec ses partenaires. Ça sera aussi des questionnaires, d'accord? Et suite à toute cette analyse-là, cette agence de notation va donner un score pour l'entreprise. Si le score est bien, donc elle peut lui donner le titre d'entreprise responsable. Si le score est faible, elle ne va pas lui accorder ce label-là. Et elle peut lui donner, bien sûr, des indications et des conseils afin d'améliorer sa position sociale, sociétale, écologique au niveau de son environnement. J'espère que j'ai bien, répondu à votre question. Vous avez très bien répondu. Je voulais juste demander, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de domaines qui est lié à ce côté responsable. Il y a le domaine écologique, mais il n'y a pas que ça. Il y a le domaine aussi, le fait que les employés soient la santé, par exemple, ou l'environnement comment on appelle? De travail. Les conditions de travail des employés sont considérées, tout ça, il y a beaucoup de choses. Justement, est-ce que c'est tout ça qui englobe par exemple, dans ce que vous avez dit là? Est-ce que c'est juste un domaine? Quand ils vont faire l'enquête, c'est lié à un domaine ou à la globalité de tous ces points qu'on vient de voir? Oui, est-ce qu'il y a un modèle pour ça chaque peut varier. domaine? Oui, D'accord. ça peut varier. Et suivant le titre que je vais prendre la société. Une société verte, par exemple, donc on va s'intéresser aux actions pour la protection de l'environnement. Une société amie de ses clients, par exemple, on va s'intéresser aux relations entre l'entreprise et ses partenaires qui sont les clients et les consommateurs. D'accord? Maintenant, vous allez être plus attentif dans le cadre de la publicité des plus grandes sociétés. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des entreprises qui portent des titres et qui insistent sur des mots plus spécifiques que d'autres dans leur slogan publicitaire. D'accord? C'est pour insister sur les points forts qu'elles présentent par rapport à leurs concurrents. Que ce soit protection de l'environnement, que ce soit relation avec leurs salariés, que ce soit relation avec leurs clients, concurrents, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mais une entreprise responsable dans sa globalité, donc elle peut être responsable avec tous ses partenaires, mais si c'est un travail qui n'est pas assez facile, mais on peut y arriver pas à pas. D'accord, j'ai très bien compris. Merci beaucoup, madame, encore une fois pour la présentation. Je pense que maintenant, on est tous sensibilisés à ce côté-là. On va faire attention, on va plus faire attention. On le faisait déjà un peu, mais maintenant, on va encore faire plus attention. Merci beaucoup. Oui, de rien. Alors, il y a un participant, bon, je ne vois pas son nom. Oui. Je vais voir le problème. Je vais gérer cela, docteur, ne vous inquiétez pas. Donc, merci à vous, Azra. Passons à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous pourrez m'entendre. Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Ok, tout d'abord, je tiens à remercier Docteur et Malak aussi pour m'avoir donné la parole. Bon, tout était clair, mais juste, bon, on devrait quand même poser quelques questions pour affirmer que on a bien entendu. Voilà, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quel est le rôle des consommateurs et des citoyens dans la promotion d'un comportement éthique et responsable des entreprises. OK. Je vous remercie donc, Fahd, pour votre présence et je vous remercie pour votre question.
comme vous avez dit, donc ces feedbacks me renseignent que vous avez bien assimilé le sujet, que vous avez bien assisté à ce séminaire. Donc, une bonne question. Comment le consommateur, voilà comment les citoyens, nous en tant que consommateurs, en tant que citoyens, comment encourager les sociétés à aller vers la promotion de cette responsabilisation de l'entreprise au niveau de son environnement. Donc, être conscient des produits à consommer, être conscient que, en tant que consommateur, vous devez être conscient de vos droits, d'accord? En tant que consommateur, on a le droit à choisir entre plusieurs produits. On a le droit à choisir le meilleur produit, qui est le meilleur produit en termes de coût. Donc, je ne suis pas obligée à acheter le produit le plus cher. Être conscient que j'ai le droit à choisir une qualité minimale qui va m'offrir mes attentes et mes besoins. D'accord? Aussi, en tant que consommateur, on a une force très importante qui est le boycott. Une entreprise qui ne satisfait pas ses valeurs, une entreprise qui est contre les intérêts de l'environnement, qui est contre les intérêts de la société, on peut tout simplement boycotter ses produits, on peut tout simplement boycotter ses services et elle sera sanctionnée par ces pratiques de boycott et elle peut revenir à manifester et à conserver les valeurs et les normes éthiques qu'elle doit les conserver, qu'elle doit les respecter. Moi, c'est mon avis. Donc, comment peut-on, en tant que consommateur, encourager les sociétés à pratiquer ces normes éthiques et ces valeurs éthiques? D'accord, merci beaucoup pour la réponse, c'est très clair. J'ai encore une question qui me touche un peu. Mais comment mesurer et évaluer l'impact sociétal des initiatives RSE mises en œuvre par les entreprises? D'accord. Oui, c'est une bonne question. Il s'agit d'une problématique qui peut faire l'objet d'une recherche de thèse. Donc, comment mesurer l'impact sociétal? Comme on l'a déjà dit, il y a plusieurs axes. D'accord? Lorsqu'on parle d'un impact sociétal, on parle d'un impact sur les salariés, on parle d'un impact sur l'environnement, sur l'économie. D'accord? Donc, si je me concentre sur l'impact des actions sociétales de l'entreprise envers ses salariés. D'accord? Donc ici, par exemple, l'amélioration des conditions de travail. Favoriser un environnement, adéquat, une hygiène qui respecte l'homme, qui respecte mon employé qui travaille au niveau de mon entreprise, d'accord? Respecter l'horaire, respecter qu'il y aura des promotions, par exemple, des salariés suivant une grille qui est conforme à l'expérience, à l'âge, à la productivité de l'employé. Aussi, offrir à mes salariés, à mes employés, des formations afin de permettre d'améliorer les compétences. Ça, c'est un droit pour les sociétés. Donc, un employé qui travaille au niveau de l'entreprise, il a le droit d'assister à des formations offertes par son entreprise afin d'améliorer ses compétences, afin de développer ses connaissances et ses compétences. D'accord? Donc, tous ces efforts-là peuvent être étudiés afin de mesurer l'impact des actions sociétales de la société sur l'amélioration des conditions de travail de leurs salariés. Donc, et bien sûr, on peut trouver d'autres mesures, par exemple la relation avec
les consommateurs, donc la propagation des informations, ne pas avoir des publicités mensongères, donc offrir le même produit avec la même qualité dans les différentes zones géographiques. Donc, pour les entreprises qui ont plusieurs centres de distribution ou bien plusieurs points de distribution, donc plusieurs cas de sociétés qui développent ou bien qui offrent des produits avec différentes qualités. Donc, par exemple, à la capitale du pays, donc, on va offrir un produit de qualité supérieure. Pour les zones donc, éloignées de la capitale, on va offrir des produits avec une qualité plus faible. D'accord? Ça, c'est de la discrimination. On ne doit pas on ne doit pas accepter ce type de comportement. Ça, ce sont des exemples. D'accord? D'accord, d'accord, je vois, je vois. J'espère que Et j'ai répondu à votre interrogation. oui, oui, c'était très clair. Et Merci. j'aimerais savoir, existe-t-il des critiques ou des alternatives? Genre, il existe des critiques ou des perspectives alternatives au modèle dominant d'éthique des affaires et des RSE, ou il n'existe pas? Est-ce qu'il existe? Il existe des critiques ou des alternatives au Des modèle critiques? dominant. Oui, Un modèle dominant. Je n'ai pas bien compris votre interrogation. Je vois pas ce que vous cherchez. Des critiques, oui. Des critiques, oui. Bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident de respecter les intérêts de toutes les parties prenantes. Donc, si je veux répondre aux intérêts des consommateurs, par exemple, donc nécessairement, il va y avoir des coûts supplémentaires. Parfois, ces coûts-là vont engendrer une baisse au niveau des bénéfices de la société. Donc, dans ce cas, les actionnaires peuvent protester parce qu'ils voient que leur bénéfice va baisser, leur dividende va baisser. D'accord? Ça, oui, c'est un exemple. d'accord. Parce que c'est pas assez facile, c'est pas assez évident de concilier entre les intérêts de toutes les parties prenantes. Et si on comprend bien que ces parties prenantes ont des intérêts contradictoires. Donc vraiment, la tâche n'est pas facile, mais l'entreprise doit trouver un équilibre au niveau des intérêts des différentes parties prenantes. D'accord. Et au cas où, bon, par exemple, bon, il y a une dilemme éthique parce que, bon, toutefois, on ne peut pas éviter les dilemmes. Du coup, Oui. s'il y a une dilemme éthique, comment analyser et résoudre ce dilemme en tenant compte des principes d'éthique des affaires et de RSE? Alors, un dilemme éthique, c'est-à-dire une contradiction au niveau des intérêts des parties prenantes, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Voilà. Dans ce cas, nécessairement, on va privilégier des intérêts des actionnaires avant tout, parce que ce sont les propriétaires de la société, et on va chercher à concilier les intérêts des actionnaires avec les intérêts, avec les intérêts des autres parties prenantes. D'accord? Donc, on va chercher ce qu'on appelle une pondération des intérêts des différentes parties prenantes. Et si vraiment les managers sont intelligents, on peut passer l'information et on peut passer la décision de manière souple, avec une communication et avec une transparence. Donc, la confiance des différents partenaires de l'entreprise va naître avec les dirigeants de l'entreprise. D'accord?
Et je crois que lorsqu'on est confiant au niveau des décisions prises par l'équipe managériale, on peut accepter que cette fois, si par exemple nos intérêts ne sont pas satisfaits à 100%, mais nécessairement la prochaine fois, on va satisfaire nos intérêts à 100%. D'accord? Et il ne faut pas oublier que lorsque je parle de la responsabilité sociale des entreprises et de l'éthique des affaires, j'ai dit ce mot-là, on va toucher un esprit, on va toucher une manière de penser, d'accord? Donc, on ne va pas penser de manière égoïste, d'accord? Donc, on va penser de manière collective. On se sent comme si nous sommes tous dans le même bateau, d'accord? Et nous voulons tous donc aboutir à un objectif donné. Cet objectif-là, c'est l'objectif de tout le monde. Assurer la pérennité de la société, maximiser la richesse des actionnaires, parce que si la richesse des actionnaires est maximisée, donc l'entreprise peut donc fonctionner de manière d'une bonne manière. Donc nos produits, nos biens, donc on va produire de bons produits, nous allons offrir des produits avec une belle qualité. Donc les clients vont être satisfaits, les fournisseurs vont être satisfaits, on va payer nos emprunts. Donc, dans cette logique-là, je pense qu'il n'y aura pas une partie prenante qui va se sentir lésée par rapport aux autres parties prenantes. Vous voyez? Donc, c'est toute une logique d'esprit, c'est toute une logique de pensée en collectivité et non pas de manière individuelle. D'accord, c'est clair, c'est très clair. Là, je vois. Voilà. Ok, bon, je vais laisser la parole à mes collègues. Peut-être ils auront à dire aussi. Et merci beaucoup pour les réponses. C'était très clair et cohérent et formel aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Fahd, et à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, personne n'a des questions? Tout est clair? Je crois qu'il y a un participant qui a levé la main. Voilà, il y a quelqu'un. Mohamed Bedja, la parole est à vous. Mohamed Bedja. Pardon. Mohamed. La parole est à vous. Vous pouvez allumer votre micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Espérons que pour l'ensemble, vous portez très bien. Oui, nous allons bien, merci. Quelle est votre question? La question est la suivante. Quelles sont les qualités les plus recherchées au sein d'une entreprise? Quelles sont les qualités les plus recherchées au sein d'une entreprise ou au sein d'une administration chargée des affaires et responsable social? Ah, ok. Je vois votre question. Donc, si j'essaie de reformuler votre interrogation, donc pour être un responsable de la direction responsabilité sociale, qu'est-ce que je dois avoir comme compétence? C'est ça? Exactement. Voilà, c'est une bonne question qui me renvoie à vous dire que aujourd'hui, les grandes universités de management intègrent la spécialité RSE et un master même éthique et RSE, d'accord? Des formations en RSE, en éthique des affaires,
afin d'avoir des responsables RSE au niveau des sociétés, parce qu'on se rend compte qu'il est très intéressant, il est très important d'avoir un responsable RSE au niveau de nos sociétés. Donc, un responsable RSE doit avoir des compétences humaines avant tout, doit avoir des compétences de communication aussi, en plus des compétences, de certaines compétences techniques et managériales. D'accord? Donc, je pense que des compétences humaines, de communication, de pouvoir gérer une équipe, d'accord, en plus de compétences techniques pour pouvoir aussi vérifier si vraiment notre société n'est pas en train d'avoir des répercussions négatives sur notre environnement, que ce soit en utilisant des technologies polluantes ou bien des matériaux polluants. Voilà, ce sont les principales compétences que je vois nécessaires pour un responsable RSE au niveau d'une entreprise. Merci beaucoup. Super. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad? Fahad? Oui. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui. Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Quelle est votre question? Bon, ma question, bon, ça va rebondir un peu sur la question de mon collègue là, mais juste je vais essayer d'élargir un peu. Docteur, vous avez évoqué les universités et les établissements d'enseignement. J'aimerais savoir comment les universités et les établissements d'enseignement supérieur peuvent-ils mieux former les futurs dirigeants d'entreprise à l'importance de l'éthique et de la responsabilité sociale? Donc, tout simplement en intégrant un parcours, que ce soit en licence ou bien en master ou bien même tout simplement des modules qui parlent de ces terminologies-là. D'accord? Donc, en intégrant des modules qui parlent de la responsabilité sociale, qui parlent de l'éthique des affaires, au niveau des parcours universitaires existants, donc on sensibilise et on peut ouvrir le débat pour celui qui est intéressé à ce concept-là. D'accord? Comme on a formé des comptables, donc comme on a formé des gens spécialistes en marketing, on doit former aussi des gens spécialistes en responsabilité sociale et en éthique des affaires. Pour les universités américaines et européennes, ces parcours-là existent depuis très longtemps. D'accord? Donc, vraiment, ils ont fait un grand pas vers la sensibilisation, vers la formation, vers donc, le débat sur ces terminaux. Donc, vous pouvez, grâce à une petite recherche sur Internet, voir les spécialistes ou bien les gens qui parlent de ces terminologies-là. Ah, d'accord. Ça veut dire que nous, ici, en Afrique, on est 50 ans en arrière, mais bon, on va avancer. Pardon? Bon, ma question, ça veut dire qu'ici, en Afrique, on est 50 ans ou 100 ans en arrière par rapport aux Européens, c'est ça? Mais c'est une occasion pour vous aujourd'hui. Par exemple, c'est une bonne occasion pour vous à être sensibilisé
Et c'est pour cette raison, par exemple, pour moi, pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Parce que en Afrique, on doit sensibiliser pardon, les gens, les étudiants, les apprenants, les responsables à cette terminologie-là. On peut suivre. Et croyez-moi, on peut faire de grands pas, des pas de géant au niveau de la sensibilisation, au niveau de la mise en place de toutes ces idées-là au niveau de nos sociétés. D'accord? Même s'il y a des pays qui sont rendus compte de ces problèmes-là, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, on peut faire de grands pas dans ce domaine-là. Je suis sûre et certaine. D'accord. En parlant de ça, qu'on veut faire un grand pas, maintenant je vais orienter la question de façon individuelle. En tant qu'individu, quelle action pouvons-nous entreprendre pour encourager les entreprises à se comporter de manière éthique et responsable? Parce qu'on devrait commencer par nous-mêmes avant de sensibiliser. Communiquer. La communication. On n'a pas vraiment le pouvoir de genre, on n'a pas vraiment les capacités d'aller se mettre devant une entreprise, faire communiquer pour les sensibiliser. C'est pourquoi je demande s'il y a vraiment une méthodologie. On peut communiquer par exemple, en tant qu'individu. Si vous êtes étudiant, vous pouvez parler à vos collègues. Si vous êtes responsable au niveau d'un service, vous pouvez aussi discuter avec les collègues au niveau de ce service. Si vous appartenez à une famille, donc vous pouvez sensibiliser vos proches, d'accord? Et comme ça que l'information va circuler et la communication va circuler. Et à chaque fois que vous trouvez dans un groupe plus large, qui a un pouvoir plus important, vous pouvez donc prenez la peine pour lancer un débat concernant ce problème-là. Et vous allez être donc celui qui évoque cette problématique au niveau si vous avez donc des réseaux sociaux, donc maintenant, je vois que l'information peut circuler, les idées peuvent circuler d'une manière plus fluide et d'une manière plus rapide grâce aux réseaux sociaux, grâce aux canaux de communication. D'accord, je vois. Espérons, Inch'Allah, qu'on va essayer de faire ça avec du fond du cœur, en fait. Bon, oui. Vous avez parlé. Je vois maintenant combien on a de participants aujourd'hui. Je ne vois pas. Non, c'est juste qu'ils étaient 10, ils étaient au moins 14 ou 15, mais à la fin du séminaire, ils sont partis. Ils ont quitté. Donc, il s'agit d'une première cellule. Donc, je dis 15 participants. Donc, 15 qui se sont sensibilisés, qui ont entendu le mot RSE, donc qui ont participé, qui ont assisté à un séminaire. Donc, nécessairement, la semaine prochaine, ils vont parler de ces concepts-là pour presque 2-3 personnes. Donc, et comme ça que l'information va circuler et comme ça qu'on va débuter à faire passer cette information-là et à sensibiliser les gens par la suite, les dirigeants d'entreprise, les responsables d'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Bon, concernant les renforcements de capacités, lors des explications ou lors de l'exposé, j'avais entendu seulement parler du gouvernement, mais j'aimerais savoir quel est le rôle des organisations non gouvernementales, des institutions internationales et des gouvernements dans la promotion de l'éthique des affaires et de la RSE à l'échelle mondiale. OK. Pour les gouvernements, donc ils peuvent
Donc, encourager les sociétés, par exemple, en donnant des subventions pour les sociétés qui ont des actions beaucoup plus importantes dans le domaine de la RSE. Pour les organisations non gouvernementales, ils ont un effort et ils ont des actions très importantes dans ce domaine-là. D'accord? Aussi, pour les institutions internationales, elles ont un impact et elles ont des efforts très importants au niveau de ces thématiques-là. Ils peuvent faire des efforts majeurs au niveau de l'instauration, au niveau de la sensibilisation donc de ces termes-là au niveau des entreprises. D'accord? On parle toujours de sensibilisation, d'encouragement, il faut encourager, il faut vraiment montrer les effets positifs, il faut parler, il faut avoir vraiment la patience pour changer les idées passées, pour changer une conception classique de la notion d'entreprise et des objectifs de l'entreprise vers une conception plus responsable, vers une conception qui se base beaucoup plus sur les valeurs, beaucoup plus que sur les revenus et les intérêts économiques. D'accord, merci beaucoup pour les réponses et j'espère que nous tous ici, on va faire la sensibilisation nuit et jour pour essayer de améliorer notre éthique, Inch'Allah, et de se comporter d'une façon responsable. Bon, c'était ma dernière question et Je vous je vous remercie. souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intéressement. Merci infiniment à vous et super incroyable. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne? Tout est clair? Azra, Mohamed, Fahd, Catherine? Tout est clair? Les autres? Fadi, Ali, Mohamed? Petite question? Ah là là là, ok. À la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Je vous remercie de cette occasion-là. Je suis ravie, vraiment ravie d'avoir partagé avec vous donc, ces connaissances-là. Et je vous remercie donc, vous, Malak, je remercie donc les participants d'avoir assisté et d'avoir été attentifs à ce séminaire. Je vous remercie aussi pour les questions posées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, avant de terminer notre séminaire, nous allons passer à Azra car elle a levé la main. Azra, la parole est à vous. Oui. Merci beaucoup, Madame Malak, de m'avoir donné la parole. En fait, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais juste intervenir par rapport à la question de Fad concernant parce qu'elle a dit qu'en Afrique, on est, on est très reculé, on est en retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Je voulais juste lui dire de ne pas s'inquiéter parce que, au contraire, maintenant, même en Afrique, il y a des entreprises, moi je connais des entreprises, même si ce ne sont pas des grandes entreprises, mais qui sont, que je trouve, qui ont une belle éthique et qui sont responsables, surtout concernant les produits bio, des produits tels que les savons, ils fabriquent des savons artisanaux, tout ce qui est les produits cosmétiques aussi, ils les font bio. Donc, tout ce qui est produit pour les femmes aussi, ce genre de choses, je pense que ça existe maintenant, même en Afrique, on commence à être conscient de ça. Et je pense que ça va continuer comme ça. J'espère que ça sera
dans les années à venir, en Afrique aussi, on sera parmi les pays ou les régions qui font attention, les entreprises qui font attention à tout ce qui est éthique et responsabilité sociale. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, Fahad, la parole est à vous. Ils sont devenus actifs maintenant. D'accord, merci beaucoup Azra pour m'avoir rassuré que ça existe en Afrique, car je pensais qu'on était aussi en arrière que jamais. Mais bon, je pense que dès qu'on a le premier pas sur le terrain, du coup, là, c'est possible d'avancer, même aller plus que ceux qui sont déjà en avance. Merci beaucoup. Ok, merci infiniment à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation et pour avoir proposé ce séminaire. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours ou encore l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp de l'université des activités des étudiants de l'université de Midochen. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires. À bientôt. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Salam alaikum. Bonsoir. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.